Aujourd'hui, je vais vous parler des CBDC, Central Bank Digital Currencies. En français, c'est MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Donc ce sont les monnaies qui vont être émises, qui sont en cours d'émission en fait, par toutes les banques centrales de la planète. Et c'est évidemment un mouvement qui est fondamental. On va voir pourquoi, on va voir ce que sont vraiment ces CBDC, comment elles vont se développer, à quoi va ressembler finalement, à quoi peut ressembler un système monétaire qui repose sur ce type de monnaie. Et voilà, quelles surtout vont être les conséquences pour nous, parce qu'elles sont très sérieuses, je pense, et il faut vraiment commencer à les mentionner maintenant pour rester vigilant et puis en fait savoir un peu ce qui nous attend. Si vous débutez avec les cryptos, vous pouvez cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous offre ma formation crypto débutant. Vous avez un peu tout ce qu'il faut pour débuter, comment acheter des cryptos, ce que sont les cryptos, comment les conserver. C'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Et surtout, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, il y aura plein d'autres contenus. Et vous pouvez aller aussi sur le Discord, il y a le lien aussi sous la vidéo, pour poser vos questions, échanger avec la communauté. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, c'est là pour ça. Donc les CBDC, qu'est-ce que c'est exactement? Une CBDC, on va appeler ça comme ça, je préfère ça plutôt que MNBC, enfin je sais pas, c'est perso. Elles ont fait leur apparition il y a pas très longtemps finalement, il y a quelques années, mais on en parle de plus en plus et on sait que ça arrive, on sait que ça va venir. Elles sont à la fois présentées comme une révolution ou une évolution des monnaies fiat. Alors les monnaies fiat, ce sont les euros que vous avez dans votre poche et elles sont en fait apparues en même temps, en fait, un peu après l'évolution des crypto-monnaies, et on va voir qu'elles utilisent en fait la même technologie, un peu différente, et donc évidemment ça nous intéresse, nous, parce que évidemment les cryptos vont continuer à évoluer en parallèle. Et donc est-ce qu'elles vont être en concurrence, notamment des stablecoins? Vous savez ce que c'est les stablecoins maintenant, ce sont des cryptos qui sont stables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas volatiles comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qu'elles sont adossées au dollar ou à l'euro, actuellement essentiellement au dollar. Mais évidemment, ces stablecoins et ces CBDC vont être en concurrence. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est pas rien, parce que y en a qui sont émises par des sociétés privées, les stablecoins, et d'autres par les États, enfin par les banques centrales. Et donc évidemment, il va y avoir des questions. Alors la Fed, dans un rapport qu'elle a sorti début 2022, eh bien, annonce que ces CBDC et donc ces stablecoins vont pouvoir cohabiter, parce que finalement les stablecoins font partie de l'écosystème, en fait, se sont parfaitement intégrés dans l'écosystème, et ça on y reviendra. La semaine prochaine je ferai une vidéo sur les stablecoins pour vous expliquer ça. Pourquoi finalement ces stablecoins, qui sont des sociétés privées, servent l'intérêt des États plus que les mettent en danger. Donc ça, je vous montrerai tout ça. Pour le moment, on va se concentrer sur les CBDC. Donc ce sont ces Central Bank Digital Currencies qui vont être émises par des banques centrales. Et donc, j'aimerais juste commencer par vous expliquer ce que c'est exactement qu'une CBDC. Comme on vient de le dire, l'idée, c'est d'en faire des monnaies fiat, c'est-à-dire des monnaies fiduciaires, comme on dit nous, c'est-à-dire c'est le cash, mais du cash numérique. Alors vous allez me dire, oui, le cash numérique, ça existe déjà. Il y a 98% de la monnaie qui est déjà numérique. Oui, c'est vrai. Sauf que là, en fait, la grosse différence, c'est que ça va reposer sur une technologie différente. Ce qui est important de comprendre, je pense, c'est que les monnaies fiduciaires sont émises et contrôlées par les banques centrales, et donc indirectement par les États. Même si il est censé y avoir une frontière, on sait très bien qu'il n'y en a pas vraiment. Tout ça, c'est très politique. Et en fait, ça se situe exactement à l'opposé des crypto-monnaies, qui sont par nature décentralisées et qui ne sont pas soumises à un contrôle étatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les CBDC, c'est une version numérique, crypto, de l'euro, du dollar ou du yuan, qui a été mis en place d'ailleurs assez récemment, on va y revenir tout à l'heure. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la fonction de ces CBDC sera la même que celle de l'euro actuellement, c'est-à-dire le paiement, que ce soit une réserve de valeur ou une unité de compte. Mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que ces CBDC auront cours légal, au même titre que l'euro. Donc, finalement, les commerçants seront obligés de les accepter, vous pourrez payer votre baguette avec et vos impôts. C'est ça, cours légal. Ce qu'il faut voir, c'est que donc, dans l'univers des CBDC, on va pouvoir distinguer deux grandes familles de CBDC. Tout d'abord, les CBDC de détail,
hein, donc, qui sont destinées au grand public, vous et moi, et donc aux usages habituels de la vie de tous les jours. La seconde grande famille représente les CBDC interbancaires. Et ça, c'est super important parce qu'elle s'adresse seulement aux établissements bancaires pour ce qu'on appelle le règlement livraison des actifs financiers. C'est-à-dire tous les échanges qui sont réalisés entre les banques. Et donc, on va avoir des CBDC qui seront liés uniquement pour celles-ci. Mais alors, pourquoi créer des CBDC ? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les banques centrales ont pris acte de l'évolution du système financier depuis la crise de 2008. On a d'ailleurs un rapport du cabinet de conseil Deloitte qui a fait une étude dédiée au CBDC. Selon cette étude, les banques centrales sont sensibles à différents facteurs. D'abord, le changement des habitudes de paiement, la baisse de l'utilisation du cash et le développement des paiements instantanés ou simples. Donc ça, effectivement, on voit bien qu'avec, vous savez, le cash sans contact, tout ça rentre dans les mœurs petit à petit, mais au final, on se rend bien compte que plus ça va, moins on a de pièces dans les poches, et c'est une réalité. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je ne porte pas de jugement de valeur, mais en l'occurrence, c'est une réalité, c'est une évolution technologique. Ensuite, il y a quelque chose qui est important de le dire, c'est qu'on va voir dans les années à venir, et on le voit déjà plus ou moins, c'est l'explosion des micro-paiements sur Internet. Et surtout l'incapacité des réseaux bancaires actuels à y répondre. Parce que en fait, la plupart de ces réseaux bancaires reposent sur des fondations qui datent des années 70. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir à quel point les systèmes bancaires sont vétustes aujourd'hui. Alors on a rajouté des briques dessus un peu plus modernes, mais les systèmes actuels sont extrêmement vétustes. Et du coup, au final, c'est vraiment pour ça qu'on peut avoir que les virements internationaux peuvent prendre une semaine et que ça peut coûter $20. Mais c'est aussi ridicule que ça. Et en fait, les banques ne peuvent pas, en l'état actuel de leur technologie, répondre à cette demande-là. On sait bien que les banques centrales aussi, d'ailleurs, mais que ce soit la Banque de France ou les banques commerciales, c'est pareil. Donc en fait, il y a une vraie question technologique. Et on a aussi une vraie méfiance en fait, de plus en plus forte de la part des citoyens envers les institutions financières, depuis 2008 essentiellement, et évidemment aussi envers les banques centrales. Donc on voit bien qu'il y a une évolution des mentalités là-dessus aussi. Enfin, en tout cas, les banques centrales le voient bien. C'est clair aussi, on voit qu'il y a des institutions non bancaires, donc essentiellement les GAFAM, et les sociétés de paiement aussi, vous savez, qui entrent dans le système financier traditionnel et qui deviennent des compétiteurs. Donc évidemment, les banques centrales répondent à ces faits-là en travaillant sur des types de monnaies qui pourraient concurrencer, en fait, qui seraient compétitives dans un univers tel que celui que je viens de décrire, en fait. Et donc, tout en pouvant garder finalement le contrôle sur la monnaie. En fait, je pense que les banques centrales ont réellement pris conscience de l'urgence de mettre en place ce type de monnaie au moment où Facebook a annoncé qu'ils allaient émettre leur propre monnaie. Vous vous souvenez du Libra qui est devenu Diem après et qui a été finalement abandonné. Mais je crois que ça a été un vrai choc pour beaucoup de politiciens notamment qui ont réalisé que des mastodontes comme Facebook, avec des forces de frappe considérables, pouvaient commencer à émettre des monnaies qui allaient concurrencer les monnaies nationales. Et donc la souveraineté monétaire et donc tout ce que ça implique. Et là, je crois qu'il y a eu une énorme prise de conscience. Et donc d'où l'accélération, je pense, d'un mouvement vers justement ces CBDC. Et évidemment, dernier point qui a accéléré aussi, évidemment, les CBDC, c'est l'explosion des crypto-monnaies. C'est clair, le Bitcoin, enfin la market cap du Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies a littéralement explosé. Il y a un véritable engouement pour ces monnaies qui sont liées essentiellement aussi à la défiance, évidemment, vis-à-vis des institutions et à la volonté des peuples de reprendre leur pouvoir sur leur monnaie. Parce que quand vous détenez vos Ethers dans une clé Ledger, c'est comme détenir des pièces d'or chez soi. Je veux dire, c'est quelque chose que vous détenez, qui ne sont pas dans le coffre d'une banque, et donc à la merci du bon vouloir des banques. En créant des CBDC, c'est générer des gains d'efficacité, des paiements, et maintenir un système qui soit compétitif par rapport aux nouvelles technologies qui sont en train d'arriver avec les fintech, avec les cryptos, d'un peu partout. Donc ils sont obligés de rester compétents. Et évidemment, comme on l'a expliqué, les banques commerciales ne sont plus à la hauteur. Leurs systèmes sont évidemment plus assez avancés pour rivaliser. Donc ils ont bien compris. En fait, en gros, ce qu'on va voir, c'est que finalement les banques centrales, elles vont pouvoir, elles n'ont pas d'autre choix que de reprendre la main
sur la création monétaire. Mais elles y voient donc clairement un moyen de réduire les coûts intermédiaires. Il y en a comme la Suède qui imagine des sociétés sans cash, hein, et ça, faut pas se voiler la face, je pense qu'on y va. Il y a le Canada et Singapour, par exemple, qui veulent améliorer les paiements transfrontaliers, hein, grâce au CBDC, parce que c'est clair, hein, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, parce que, comme je l'ai évoqué, en fait, chaque banque a des systèmes qui sont différents, et du coup, leurs systèmes ne sont pas compatibles, et donc il faut checker à chaque fois qu'il y a un transfert. C'est ça qui prend du temps et qui coûte de l'argent, c'est qu'il faut des gens qui regardent, qui checkent qu'il n'y a pas d'erreur. Et du coup, évidemment, c'est tout ce qui va disparaître, en fait, avec les cryptos, hein, évidemment. On a la Turquie aussi, hein, qui voit un moyen de lutter contre le blanchiment, les Bahamas contre la corruption, enfin, et tout ce qu'on peut imaginer. On voit aussi le Venezuela qui voit un moyen aussi de lutter. Ça peut être un instrument de stabilité. Il faut pas perdre de vue qu'il y a quand même beaucoup de pays qui ne peuvent plus supporter la prédominance du dollar et qui seront ravis d'avoir finalement un système monétaire, et ça on va y revenir tout de suite rapidement, mais on a un système monétaire qui ne soit plus dirigé, en tout cas qui soit plus soumis à la prédominance du dollar. Je pense qu'on y va, et clairement, voilà, chacune des monnaies interagiront les unes avec les autres, et du coup, en tout cas, ils seront moins soumis au diktat de certains États, évidemment, comme les États-Unis. Donc, comment fonctionnent ces CBDC ? Comme on a vu, elles ont recours à la même technologie que les crypto-monnaies, donc à savoir, elles reposent sur une blockchain. On appelle ça aussi une DLT, donc c'est Distributed Ledger Technology. En gros, vous l'avez compris, c'est une technologie de registre distribué. Et en gros, qu'est-ce que c'est là ? Quelle est la différence ? En fait, une blockchain, c'est une base de données. C'est la base de données d'un réseau. Il faut voir, c'est qu'avec les réseaux traditionnels, toutes les données sont enregistrées au même endroit, sur un même serveur. Avec les blockchains, elles sont enregistrées dans tous les ordinateurs des membres du réseau. Donc il y a autant de bases de données qu'il y a de membres du réseau, grosso modo, c'est ça l'idée. Alors qu'avec les systèmes traditionnels, il y a un seul point, donc un seul serveur, et donc évidemment avec toutes les failles que ça peut engendrer, de concentration des risques, alors que là, il faudrait, pour faire disparaître une base de données dans un système développé sur une blockchain, eh bien il faut faire disparaître tous les membres du réseau. Et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est beaucoup plus résilient. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a deux types de blockchain, il y a deux types de réseaux. Il y a les réseaux ouverts et les réseaux fermés. Les réseaux ouverts, c'est typiquement le Bitcoin. En gros, pour participer au réseau, il suffit de télécharger ce qu'on appelle le protocole, en fait le code source du Bitcoin. Télécharger, quand vous prenez un wallet par exemple, vous allez finalement télécharger ce programme qui va expliquer à votre ordinateur comment parler avec les autres membres du réseau, c'est-à-dire les autres personnes qui ont téléchargé ce programme. Et en gros, ça va vous permettre d'envoyer un Bitcoin à ces ordinateurs-là. C'est des réseaux qui sont ouverts parce que n'importe qui peut télécharger ce programme, d'accord ? C'est pas très compliqué à comprendre au final, voilà, c'est ouvert, il vous suffit d'une connexion internet pour participer au réseau Bitcoin. C'est pareil pour Ethereum, et c'est pareil de l'immense majorité en fait des crypto-monnaies actuellement. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle des blockchains fermées, c'est-à-dire ce sont des blockchains dans lesquelles on ne peut pas télécharger ce code source, ou en tout cas les personnes qui peuvent télécharger ce code source sont sélectionnés, et c'est le cas des entreprises. Généralement, on a ce type de blockchain pour les entreprises qui veulent organiser un réseau fermé dans lequel elles vont pouvoir échanger beaucoup plus facilement des informations, et c'est évidemment sur ce modèle de blockchain que les CBDC vont être construites, c'est-à-dire des blockchains sur lesquels les banques centrales font la main. La grosse aussi différence que je voulais mentionner, c'est que finalement, avec les blockchains fermées, on connaît les mineurs, c'est-à-dire on connaît les personnes qui administrent la blockchain, ce qui n'est pas le cas pour les blockchains ouvertes. Et du coup, en fait, ça permet de mettre en place, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des modes de consensus qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, puisqu'il n'y a pas de problème de confiance, vu qu'on connaît les personnes qui sont rentrées dans le réseau, on a beaucoup moins de problématiques de confiance, et donc on peut mettre en place des mécanismes beaucoup plus rapides en termes de transactions par seconde. Et effectivement, les CBDC pourront être construites sur des mécanismes, sur des modes de consensus extrêmement rapides, comme ceux développés d'ailleurs par Hyperledger. Singapour a fait ça récemment, hein. Ils ont commencé à utiliser Hyperledger Fabric, et ils ont construit le Hubin, hein, donc qui est la monnaie, la CBDC de Singapour. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Corda, qui a été développé. Ce sont des infrastructures de blockchain fermées, hein, donc sur lesquelles on peut utiliser cette technologie pour construire des blockchains fermées. On peut aussi les utiliser pour construire des blockchains ouvertes, mais généralement, ils sont utilisés par les entreprises. En gros, il y a aussi Corda, qui a été créé par le consortium R3, qui est un consortium de banques, hein, quasiment toutes les banques de la planète, et autres, hein, les grosses corporations, donc, qui ont mis en place ces technologies, qui travaillent sur tous les instruments financiers notamment. Donc c'est assez c'est dingue. Et il y a aussi
assez régulièrement, on voit arriver, enfin, on voit des news où certains États parlent d'utiliser les technologies développées par Ripple ou Stellar. Comme vous le savez, hein, ce sont des consortiums, hein, Ripple et Stellar, ils ne sont pas totalement décentralisés, et ils ont des mécanismes de consensus, comme je vous disais, qui sont extrêmement rapides et extrêmement efficaces, qui reposent sur le Practical Byzantine Fault Tolerance. Ça sort du sujet de cette vidéo, mais ça serait d'ailleurs intéressant de faire une vidéo pour comparer les différents mécanismes de consensus et leur efficacité. Mais ça sera un autre sujet, ce serait trop compliqué là. Donc quels sont les avantages, hein, de ces CBDC? Eh bien, ça va permettre de rendre, comme vous l'avez compris, les paiements beaucoup plus rapides qu'à l'heure actuelle, et de faciliter les transferts d'argent, donc en les rendant beaucoup moins coûteux. Je pense que nos enfants, ils comprendront pas, ça les fera sans doute sourire un jour qu'on puisse mettre une semaine pour faire un transfert international. Mais bon, c'est une autre... Ça a également d'autres avantages. C'est la possibilité pour les banques centrales, eh bien, de beaucoup mieux contrôler les politiques monétaires, puisque on a des objectifs, enfin on a des outils de suivi justement beaucoup plus précis qu'à l'heure actuelle. Et donc on va voir que l'autre aspect du coin est finalement, on va le voir tout de suite dans les désavantages, mais concrètement nos libertés vont être impactées, c'est clair et net. Un autre point positif, c'est pour les pays émergents, puisque ça va permettre d'inclure beaucoup plus de monde dans le système monétaire, le système bancaire, puisqu'actuellement en fait il y a environ près d'1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès aux services bancaires, qui sont débancarisés, alors que l'immense majorité de ces personnes ont un téléphone mobile maintenant, et donc elles pourraient tout à fait y avoir accès. Ces CBDC vont permettre à ces personnes d'y avoir accès. Faut quand même pas perdre de vue qu'aux États-Unis, il y a près de 6% des habitants qui n'ont pas de compte en banque, hein, donc c'est pas non plus l'apanage des pays en développement, hein. Maintenant, quels sont les inconvénients des CBDC? Évidemment, comme on vient de le dire, c'est que les banques centrales vont avoir une vue beaucoup plus précise sur ce qu'on dépense. En fait, la façon dont ça va se passer, a priori, c'est que vous aurez un compte dans les banques centrales maintenant. Vous n'aurez plus un compte dans les banques commerciales, comme c'est le cas actuellement. Ce sont les banques centrales qui auront un compte pour vous et qui distribueront ces CBDC peut-être à travers les banques commerciales. Mais ce sont les banques centrales qui vont reprendre la main sur l'émission monétaire et qui vont... Alors, il y en a pas mal comme Raoul Pal qui spécule un peu sur la façon dont ça va être exploité, mais concrètement, ça va permettre de distribuer peut-être un revenu universel, ça va peut-être permettre de distribuer des aides ou des subventions de manière chirurgicale à des personnes en fonction de leurs revenus, en fonction de leur situation, à terme peut-être en fonction de la façon dont ils se tiennent bien dans la société, hein. On voit très bien la façon dont ça pourrait être utilisé, et c'est assez dramatique parce que pour le moment, on a déjà perdu quasiment tout contrôle sur nos données personnelles, et ils savent déjà énormément, sans doute beaucoup plus de choses que nous-mêmes sur nous-mêmes, et on sait aussi que, enfin voilà, la dernière étape, c'est comment on dépense, c'est quel est notre argent, et si on perd le contrôle sur l'argent, là pour le coup, on est complètement vulnérable. Je pense que c'est ce qui va arriver avec ces monnaies numériques, et c'est important de le souligner, c'est important de le dire qu'il y a des risques qui sont à mon avis majeurs. Parce que voilà, tant qu'on a un État qui est pas malveillant, c'est très bien, mais si jamais on a une dictature, là ça peut devenir des outils de répression assez dramatiques. Et on l'a vu récemment au Canada. Enfin, je veux dire, c'est pas de la science-fiction. Vous savez, il y avait une marche il y a beaucoup de gens qui protestaient contre Trudeau et sa politique, contre le pass vaccinal et tout ça. Et il y a toutes ces personnes ont vu leur compte bancaire et leur crypto-monnaie d'ailleurs bloqués, fermés. Donc on voit bien la puissance que ça peut engendrer, et cet outil, les CBDC, rendront ce type de manœuvre extrêmement facile pour les États. Donc voilà, c'est quelque chose dont il faut bien prendre conscience, et que ça va être un outil toujours plus rapide et plus facile à utiliser, mais aussi extrêmement dangereux, je pense, pour nos libertés. Voilà, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est que tout est en numérique. Nous, on le voit bien avec la défi et tous les hacks qu'il y a. On pourrait tout à fait imaginer des piratages au niveau étatique. Et là, le piratage d'une monnaie au niveau étatique aurait des conséquences dramatiques sur un système monétaire international. Et donc, voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et je veux pas dramatiser les choses, mais enfin, les événements récents nous laissent pas penser qu'on va dans le sens de plus de liberté. En tout cas, ça c'est pas, en tout cas c'est clair. J'aimerais juste faire
vous donner une petite idée peut-être, là c'est un peu de la spéculation, sur ce à quoi pourrait ressembler le prochain système monétaire, enfin le système monétaire à venir, celui après le dollar comme monnaie de réserve. Je pense que c'est vers là qu'on tend, en tout cas le forum de Davos et la Banque mondiale nous le disent, hein, quand ils parlent de Great Reset, ils nous préparent à ça, je pense. Enfin, pour qu'ils commencent à communiquer là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose, bon voilà, c'est que ça arrive, enfin il faut arrêter de tergiverser. Et on a plusieurs vidéos, d'ailleurs je pourrais vous mettre le lien sous la vidéo, notamment de Benoît Cœuré, qui est le chef de l'innovation à la BIS, hein, donc la Bank of International Settlement, qui est en fait c'est la banque centrale des banques centrales, si vous voulez, la banque des banques. Hein. La façon dont il décrit les choses, lui, c'est que déjà c'est inévitable. Hein, il dit les CBDC arrivent, hein, tout simplement parce que les stablecoins ont changé la donne, ont changé la donne dans la façon dont l'argent, la monnaie circule. Et que voilà, finalement les stablecoins font passer les monnaies nationales pour des dinosaures, il a raison. Et ce qu'il dit lui, c'est que la BIS, donc la Bank of International Settlement, pourrait servir de chambre de compensation entre toutes ces monnaies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une chambre de compensation, ça veut dire que, vous savez, ces monnaies-là, en fait, ces CBDC, elles vont être toutes compatibles les unes avec les autres, évidemment. Et donc, comme il n'y aura pas de monnaie de réserve, il n'y aura plus de monnaie de réserve a priori, toutes ces monnaies vont s'échanger les unes avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Directement, sans passer par le dollar en gros, quoi. Et, ou l'or, en gros. Mais pour ça, il faut une entité qui va offrir de la liquidité. Et donc, concrètement, ce qu'il dit, c'est qu'il y aura un peu comme dans la DeFi, hein, il y aura des pools de liquidité à la BIS de chacune de ces monnaies. La banque, la BIS aura des réserves de chacune des monnaies de la planète. Ça peut être la BIS ou ça peut être aussi le FMI, hein, ça peut être n'importe quelle institution. Il y en a qui pensent que ça va être le FMI, a priori ça va être plutôt la BIS. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que voilà, dès qu'il y aura des échanges internationaux entre ces pays, ils seront effectués à travers la BIS. Et, donc on voit déjà en gros à quoi va ressembler le système. Le prochain système monétaire, et il reposera sur les CBDC, et donc sur la technologie de la blockchain. Comme je vous le disais tout à l'heure, que je trouve intéressant, c'est que, en tout cas pour le moment, la Fed n'a pas l'air d'être choquée par le fait qu'il y ait d'autres monnaies concurrentes, donc les stablecoins, qui soient émis par des entités privées. On y arrive, hein, les crypto-monnaies sont que des monnaies privées. Et je pense que voilà, ça va énormément se développer, ne serait-ce que pour les paiements sur Internet, mais qu'on verra une DeFi avec des CBDC aussi, probablement une DeFi autorisée. Il y aura aussi un darknet de la DeFi, ça on y reviendra, mais c'est très probable que c'est ce qui va se passer. Donc, à quelle échéance maintenant ? Dans combien de temps ça va arriver tout ça ? Pour être franc, la course au CBDC dans le monde entier, elle est déjà là. Hein, elle existe, tous les pays en parlent, toutes les banques centrales en parlent, que ce soit partout. Et donc, à partir de quel moment on va s'y mettre ? Je pense que les événements vont nous y pousser petit à petit. Hein. Alors, je ne sais pas quels événements, évidemment, mais le yuan digital existe déjà. Hein, il a été mis en place en avril 2020. Donc voilà, il a d'ailleurs en parallèle, ils ont d'ailleurs en parallèle interdit le Bitcoin parce que ça, pour eux, c'était une compétition. Enfin, ils étaient en compétition. J'ai pas l'impression qu'on soit sur le même. Voilà, ils ont interdit le minage. Hein, ils n'ont pas interdit le Bitcoin en soi. On peut toujours en détenir. Mais est-ce que ça va être la même chose dans les pays européens et aux États-Unis par exemple ? Je pense pas. Je sais qu'ils vont pas interdire, et ça d'ailleurs les autorités ont été claires. Ils vont pas interdire les cryptos. Ils vont les encadrer, les réglementer. Mais c'est un actif financier en fait. Ils le voient comme un actif financier. Ça va être l'équivalent. Voilà, les CBDC, c'est l'équivalent de l'argent, si vous voulez, et les cryptos. J'inclus dans les cryptos la tokenisation des actifs financiers actuels, vous voyez, ça arrive aussi. Donc on aura je pense que la technologie des cryptos, de la blockchain, qui est extrêmement bien adaptée au monde digital dans lequel on est en train d'entrer, va s'imposer à tous les niveaux, et qu'on échangera uniquement avec cette technologie dans les années à venir. Et peut-être que le Bitcoin sera l'or digital de ce monde-là, on verra. Mais donc l'État chinois, oui, a déclaré récemment que les volumes de paiement quotidiens étaient autour de 2 millions de yuan, donc à peu près 320 000 $. Donc c'est tout petit, hein, mais ça commence, vous voyez, on a quand même déjà des échanges, des paiements, et donc c'est une estimation, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a déjà cette CBDC qui est en circulation. Concrètement, ça permet, comme on l'a dit, hein, mais ça permet au gouvernement chinois de reprendre le contrôle, hein, clairement, sur le système financier, face à des fintechs qui sont hyper rapidement imposés, comme Alipay, Tencent, ou même WeChat. C'est vraiment très clair, hein, l'État reprend la main sur la monnaie et justement s'émancipe par rapport au dollar. Donc c'est un peu ce qu'on dit, hein. Finalement ces États utilisent les CBDC
comme un moyen de reprendre la main sur leur monnaie, sur leur politique monétaire. Et ça arrange évidemment énormément de monde, d'autant que les États-Unis, eux, évidemment, travaillent sur le sujet d'une CBDC, d'un dollar numérique. La Fed a récemment, comme je vous l'ai dit, publié un rapport qui évalue les avantages et les défauts d'un dollar numérique. Mais évidemment, les États-Unis sont prudents. Enfin, ils ont moins à y gagner que la Chine pour le moment. Eux, ils sont encore, le dollar est encore hégémonique. Ils n'ont pas du tout intérêt à précipiter le passage dans un autre système monétaire, même si c'est ce qui arrive, on le sait tous. Et donc voilà, on voit bien que Jérôme Powell, lui, il reste toujours très prudent quant à l'émission de ce dollar numérique. Mais on sait qu'il commence déjà à y travailler très, très, très concrètement. En Europe, on a donc la BCE, qui sont, eux, ils sont pas non plus hyper pressés. Hein. On est encore assez loin du lancement. Mais bon, ça me fait toujours un peu rigoler quand on a enfin, je sais pas, quand on a Christine Lagarde qui nous annonce que on s'engage à respecter que la BCE s'engage à respecter la vie privée pour répondre à toutes les critiques qu'on leur fait sur les CBDC. Donc en gros, le projet a été lancé en juillet 2021 et ça devrait nécessiter plusieurs années. Hein. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais d'ici, à mon avis, c'est pas non plus 10 ans. Hein. Je pense qu'on est à échéance 3 à 5 ans. Hein. D'ici 5 ans, il y aura des CBDC qui seront en circulation et voilà, on les utilisera tous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a permis d'un peu mieux comprendre ce que sont les central bank digital currencies, leurs avantages, mais aussi leurs risques pour nous. Et donc voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, parce que je vais faire d'autres vidéos comme ça. J'essaie d'être le plus complet possible. Vous pouvez aller sur le Discord aussi, poser vos questions. Et on se retrouve très bientôt. Ciao.